Bonjour à toutes et bonjour à tous. Que ce soit au travail, pour faire les courses, préparer les vacances ou tout simplement pour ne rien oublier, nous faisons tous des listes. Personnellement, elles me sont indispensables. La plus connue d'entre toutes, c'est celle qu'on nomme par un anglicisme, la to-do list. Mais est-ce que vous savez qu'il en existe d'autres? L'idée aujourd'hui, ce n'est pas de rajouter des cases à cocher, mais c'est de mieux comprendre ce qu'on attend de ces listes et comment les utiliser pour alléger notre charge mentale, nourrir notre motivation et même notre bien-être. Emparez-vous de votre bloc-notes et de votre plus beau stylo, préparez-vous à cocher les cases et à rayer les mentions inutiles. C'est parti pour plonger dans le cerveau organisé. Et on va commencer par la plus connue, celle qu'on appelle la to-do list. Tout le monde la connaît, qu'elle soit sur papier, déjà toute prête ou en do-it-yourself. On en trouve aussi en numérique sur nos smartphones avec les applications comme Google Keep, Evernote ou Trello pour les professionnels. Cette liste, c'est celle du quotidien, celle des tâches parfois rébarbatives, comme appeler le client, finir le dossier, faire les courses, ou répondre à ce mail qui attend depuis 3 jours. Et parmi toutes ces listes, il y en a une à laquelle nous ne pensons pas spécialement, et pourtant qui est indispensable. C'est celle des ingrédients qui nous servent à bien réaliser notre recette de cuisine préférée. Principalement, la to-do list nous aide à structurer notre journée et surtout à libérer notre cerveau de toutes ces tâches que celui-ci essaye de garder en mémoire. D'un point de vue neuroscientifique, c'est très utile. Chaque fois que vous cochez une case, votre cerveau libère de la dopamine. C'est une petite récompense qui nous motive à continuer. Alors, je ne sais pas pour vous, mais moi, c'est toujours extrêmement satisfaisant quand je raye une tâche accomplie et que je vois cette liste qui avance. Ça allège notre charge cognitive, ça donne un sentiment d'efficacité et ça permet au cerveau de se concentrer sur l'action plutôt que sur l'anticipation. Mais, et oui, il y a toujours un mais, sinon ce serait pas drôle. Il faut faire attention à la surcharge. Une to-do list trop longue ou pas du tout réaliste peut provoquer un effet inverse. C'est-à-dire stress, frustration, voire sentiment d'échec si on n'arrive pas à clôturer cette fameuse liste. Donc il est de bon usage de rester réaliste, de prioriser et de penser à garder de la souplesse. Nous ne sommes pas des ordinateurs à cocher simplement 0 et 1. Et ce n'est pas un drame si on ne coche pas toutes les cases de notre liste. Soyons juste attentifs à ne pas avoir les yeux plus gros que le ventre. Et en numéro 2, une liste qu'on pourrait appeler liste de vie qui est nommée should-do list. Elle est beaucoup moins connue que la to-do list et pourtant elle est essentielle. C'est la liste des choses que je voudrais faire dans ma vie. Si je prends mon cas, par exemple, je voudrais bien courir une nouvelle fois le marathon de La Rochelle. J'adorerais aller visiter le Japon. Ce pays et cette culture m'intriguent, je ne sais pas pourquoi, mais j'ai très envie d'aller voir ce pays. Je rêve également de pouvoir m'offrir une Harley Davidson, chose qui est devenue de plus en plus difficile avec les choix économiques édictés par un président aux cheveux orange. Bref, cette liste donne du sens. Elle stimule le cortex préfrontal, la partie du cerveau qui gère la planification, la motivation à long terme et l'anticipation. Elle agit comme une boussole. Elle nous indique un cap. Elle nous donne une direction de vie. Mais attention, si elle reste vague ou si vous ne passez jamais à l'action, elle peut devenir source de frustration. Et évidemment, elle se doit d'être réaliste. Aller explorer la planète Mars avant Elon Musk ou devenir le nouvel empereur du Japon relève plutôt du fantasme. Le cerveau adore rêver, mais il a besoin d'un minimum de concret pour se sentir motivé. Et en même temps, c'est vraiment la liste des rêves à accomplir. Le bon usage serait plutôt d'avancer petit pas par petit pas. Comme je le dis souvent, on ne grimpe pas directement au 5e, 7e étage, on monte palier par palier, marche par marche. Transformer une envie en projet. Même modeste. Il est intéressant de le découper en étapes. Vous pouvez appliquer la méthode SMART dont on a déjà parlé. C'est l'acronyme de spécifique, mesurable, atteignable, réaliste et temporellement défini. Dernière liste de cette vidéo qui n'a pas besoin de technique particulière si ce n'est de juste penser à soi. C'est la plus douce de toutes, celle qui fait du bien, qui réconforte, qui active l'hormone du bonheur.
c'est la do-do list. Un massage, une soirée avec votre meilleur ami ou votre chéri, un petit achat plaisir, un moment rien que pour vous pour souffler. D'un point de vue neuroscientifique, elle est précieuse. Elle active les circuits de la récompense immédiate, favorise la libération de la sérotonine et de la dopamine, ce qui a pour effet également de réduire le cortisol, la fameuse hormone du stress. Elle recentre sur l'instant présent, qui est parfois si difficile à saisir, et elle nous aide à retrouver notre équilibre émotionnel. Et pourtant, c'est souvent la liste qu'on oublie, qu'on laisse de côté. Parce qu'on se dit qu'on n'a pas le temps, que c'est pas une priorité. Et j'en ai même vu certains se dire qu'ils ne la méritent pas. Et c'est vraiment une erreur. Pour se sentir bien avec les autres, il est indispensable de se sentir bien avec soi-même, de prendre soin de soi. Aussi bien physiquement que mentalement. Alors, autorisez-vous à vous faire du bien. Planifiez-le comme une vraie tâche. Notez ces rendez-vous dans votre agenda, comme j'en ai parlé dans la vidéo Sport et cerveau, que je mets en lien ici. Ça peut être vraiment un moment que pour vous. En conclusion, ces 3 listes ne s'opposent pas, elles se complètent. La to-do list structure notre quotidien professionnel et personnel. La should-do list nous donne un cap, une direction de vie. Et la do-do list nous recharge émotionnellement et physiquement. L'équilibre des 3, c'est l'équilibre du cerveau et de notre bien-être mental. Et comme nous l'avons vu la semaine dernière avec les sagesses japonaises, c'est quand tout est aligné et équilibré qu'on avance le plus sereinement. Merci de m'avoir regardé et écouté et je vous dis à la semaine prochaine sur Projet Neurohypno.